C'est à l'occasion de l'apparition du livre que je fais cette conférence-là et que je voulais un peu présenter. Mais aujourd'hui, je pensais un peu par rapport au public, qu'est-ce que ça pouvait vous intéresser de tout ça plus spécifiquement, parce que d'une part, la grande richesse de cette notion d'institution chez Merleau-Ponty, de la perspective phénoménologique qui est la mienne, c'est que ça part dans plusieurs sens, donc il faut choisir comme un. Et j'ai choisi de voir quels sont les concepts qui sont à la base de cette possibilité d'une phénoménologie de l'institution, c'est-à-dire quel est l'hégémon sémantique de cette notion, quelles sont les traditions qui interviennent, qui n'est pas tout à fait développé dans le livre qui est mentionné, mais qu'on pourrait réorganiser un peu de la façon dont j'ai essayé de le faire aujourd'hui. Donc, enlever un peu les côtés si fortement phénoménologiques, ça pouvait être un schéma, qui est là, bien évidemment, parce que c'est ma lecture, mais plonger un peu sur l'histoire historico-conceptuelle du terme aussi. Donc, ça va nous donner l'occasion de discuter un peu. Je vais lire pour la plupart du temps, mais je vais faire des coupures, vous pouvez m'interrompre même si vous voulez. Ce que nous appelons institution en phénoménologie relève au premier chef du champ de travail de la Stiftung, terme allemand qui, dans la phénoménologie de Husserl, acquiert un sens technique dans le cadre des analyses génétiques. Pour le dire très rapidement, la phénoménologie, comme on le sait, s'est donnée pour tâche, depuis son apparition à la philosophie au XXe siècle, de décrire la vie subjective et les phénomènes qui en sont ses corrélats. Cette description s'organise dans les projets husserliens, qui est le projet fondateur, selon qu'elle est abordée de manière statique ou génétique. Dans le premier cas, dans les cas statiques, on étudie la corrélation entre les actes de conscience et leur signification tels qu'ils sont déjà constitués. La dimension subjective des phénomènes, c'est-à-dire la sensation et les actes, le côté subjectif de toute apparition, ainsi que l'essence lui-même, est décrit comme un photogramme de ce qui est donné à la conscience, tel qu'il est donné. Dans le second cas, c'est-à-dire dans la perspective génétique, cette même dimension subjective, avec son aspect sensible et intentionnel, sera considérée à partir de sa jeunesse, c'est-à-dire dans sa formation au long du temps. On analysera alors le processus historique de formation des actes ou des intentionnalités et de leur sens, aussi bien dans la sphère de l'individu que dans celle de la communauté familiale ou socio-historique. Donc, comme nous disions, le terme Stiftung relève d'une dimension très spécifique de la recherche phénoménologique chez Husserl, celle des analyses génétiques, et dans celle-ci, celle de la formation historique des sens culturels, que c'est la façon dont Merleau-Ponty le développe, mais qui implique aussi la vie sociale tant que culturelle, et de la subjectivité qui sous-tend cette formation à l'intérieur d'une tradition et d'une communauté. Or, ce sens technique de la Stiftung sera traduit par le philosophe français Merleau-Ponty par le terme latin institution. Ce faisant, c'est là la première hypothèse que je vous propose, il transforme le sens et la tâche de la phénoménologie génétique en donnant lieu à ce que nous voudrions nommer une phénoménologie de l'institution. C'est ce qui est avec et au-delà Merleau-Ponty, parce que ce n'est qu'une ébauche qu'il fait dans un cours, qu'il abandonne après. Donc, il y a des éléments, il y a plein d'éléments qui, d'une part, sont d'origine incroyable et d'une autre part, sont tout à être pensés. C'est-à-dire, il n'y a rien de décidé là. C'est le travail de l'interprète. En effet, en reprenant la perspective ouverte par Husserl et sa problématique de la formation et de la transmission des significations culturelles, Merleau-Ponty élargit les problèmes de la Stiftung dans son cours donné au milieu des années 50, l'institution dans l'histoire personnelle et publique. En fait, il s'agit de deux cours au long de la même année. C'était comme ça, il y avait chaque année deux cours dans 2 jours différents qui pouvaient être rapportés au même sujet ou pas. L'un d'entre eux était destiné à la lecture des textes. Ces cours-là, destinés à la lecture des textes, cette année-là, c'était les cours sur la passivité, qui prenaient des
textes de différents auteurs, principalement de la psychanalyse, pour penser les problèmes de la passivité, mais qui est relié directement au problème de l'institution, qui était le cours principal. Je ne peux pas rentrer sur cette question-là, mais ça relève aussi de la phénoménologie génétique, plus particulièrement des formations passives pré-égologiques. Bon, je ne rentre pas. Donc, tel qu'il est dit très clairement dans les cours sur l'institution, dans l'histoire personnelle et publique, les problèmes qu'il cherche à y aborder, Merleau-Ponty, c'est celui de la place de la phénoménologie face aux métaphysiques de l'histoire, plus particulièrement de la philosophie de l'histoire hegelienne. Il écrit dans le résumé du cours, je cite, « Ces fragments d'analyse tendent vers une révision de l'hegelianisme qui est la découverte de la phénoménologie, du lien vivant, présent, originel entre les éléments du monde, mais qui la situe dans le passé, en la subordonnant à la vision systématique du philosophe. Ou bien la phénoménologie n'est qu'une introduction à la connaissance réelle, qui reste elle-même étrangère aux aventures de l'expérience, ou bien elle est entièrement rabaissée dans la philosophie, elle ne peut être conclue par la formulation prédialectique lettre E, et elle doit prendre en compte la médiation de l'être. C'est ce développement de la phénoménologie en métaphysique de l'histoire qu'on voulait ici préparer. » Fin de citation. Donc l'objectif est très, très clair. Il précède l'écriture des aventures de la dialectique qui vont paraître l'année suivante. Donc on est au beau milieu de cette question. Cette voie sera poursuivie à travers une resignification donc de la Stiftung husserlienne et des problèmes qu'elle décrit. La formation du sens au sein d'une communauté, la formation d'une tradition ou, en d'autres termes, l'historicité des formations culturelles. Merleau-Ponty traduit alors Stiftung en français par institution, une traduction complètement naturalisée aujourd'hui et en français et dans les langues latines. Cependant, ce n'est ni la seule traduction possible ni la plus exacte. En premier lieu, comme Merleau-Ponty le fera remarquer dans son cours, parce que l'analyse qui découle d'une philosophie de la Constitution, telle que Merleau-Ponty comprend la philosophie husserlienne, prend pour point de départ la conscience individuelle et ses actes, alors qu'une philosophie de l'institution ne réduit pas la vie subjective à la simple conscience ou à l'ordre de ses relations. Et c'est bien ce qui semble rechercher les philosophes en choisissant ce terme, je cite, « constituer » en ce sens est presque le contraire de « instituer ». Ce qui est institué a un sens sans moi. Ce qui est constitué n'a de sens que pour moi et pour le jeu de cet instant. Fin de citation. Mais il s'agit en même temps de reprendre la tâche ouverte par la phénoménologie et ses analyses génétiques face à la métaphysique hegelienne de l'histoire. Je cite Merleau-Ponty encore, Husserl, la conscience et la traditionnalité comprises ceci comme oubli des origines, c'est-à-dire comme non-explicitation. Il y a simultanément oubli positif et oubli négatif, conquête du sens et évacuation du sens, réalisation qui est aussi destruction. Toute institution comporte ces doubles aspects, fin et début. Entstiftung comme Urstiftung. La sédimentation, c'est cela, la trace de l'oublié et donc l'appel à une pensée qui en compte y va plus loin. Dans cette intériorité avec échappatoire, ce passage du décentrement au décentrement, sans décentrement absolu, dans cette extériorité qui n'empêche pas les accouplements, il y a véritablement une union de l'extériorité et de l'intériorité à chaque instant, alors que Hegel ne les unifie qu'en les poussant vers l'absolu. Fin de citation. Sortir de la téléologie de l'histoire sans renoncer au sens de l'histoire à partir d'une phénoménologie de processus subjectifs mais non pas constitutifs. Voilà l'enjeu de la perspective merleau-pontienne sur l'institution. Or, si nous avons raison de dire que c'est précisément à partir de la traduction de Stiftung pour institution que Merleau-Ponty transforme le sens et la tâche de la phénoménologie génétique, nous devons montrer à quel point il se produit, avec la rencontre de ces traditions sémantiques diverses, la possibilité d'une phénoménologie de l'institution. C'est ce que je voudrais faire aujourd'hui avec vous, essayer de comprendre la micropolitique des concepts qui est à la base d'une phénoménologie de l'institution,
pour essayer de comprendre la portée de cette rencontre, mais aussi et surtout sa différence productive. Pour cela, nous allons d'abord faire l'archéologie des traditions sémantiques des Stiftung et de l'institution, pour voir ensuite ses coïncidences et finalement ses différences. Donc je pars alors avec le mot Stiftung. Donc quel est le champ sémantique et problématique de la Stiftung? Rappelons d'abord que dans l'usage courant du terme en langue allemande, le mot Stiftung renvoie à la notion de fondation, au sens d'association de bienfaisance ou d'institution de bienfaisance. C'est d'ailleurs l'une des façons dont le terme latin bénéfice, au sens d'institution caritative, du droit romain et médiéval chrétien, a été traduit en allemand. C'est ce qu'on entend aujourd'hui par fondation. Bien qu'il ne soit pas un terme polémique en soi-même, l'histoire de ce substantif est longue et pleine d'opérations, dignes d'une micropolitique des concepts, dont les conséquences peuvent également être entrevues dans son utilisation technico-phénoménologique. Constitué d'une série de couches sémantiques issues du verbe stiften, fonder, établir, instituer, construire, ériger, donner, le substantif Stiftung apparaît en notre allemand moderne entre le XIVe et le XVIIe siècle pour désigner un champ de phénomènes éminemment juridiques, pour finalement aboutir aujourd'hui au sens associatif de fondation. Or, cette voie n'est pas indifférente à la signification phénoménologique de Stiftung, au moins à deux égards. Donc, il y a deux points qui m'intéressent de souligner dans l'histoire sémantique du concept. Tout d'abord, le nom germanique Stiftung traduit y fait partie d'une dispute théologique concernant les problèmes de la validité du droit divin. En effet, autre son utilisation pour traduire le terme latin bénéficia, la théologie réformiste menée par Luther traduira également par Stiftung le terme latin institutio, par lequel étaient désignés les actes instituants de Christ, donc était au cœur de la dispute réformiste. La discussion dans laquelle le terme a fait irruption dans le sens théologico-réformiste s'enracine dans le contexte de lutte de la réforme et de la contre-réforme, et ses conséquences sont profondes. Si le terme latin institutio désignait les institutions premières de Christ, c'est-à-dire les actes fondateurs divins, la Stiftung réformiste et allemande cherchait à désigner les résultats authentiquement originaires de ces actes divins. En effet, les institutions dictées par la parole divine pour l'Église romaine allaient bien au-delà de ce qui faisait partie des Écritures. Par exemple, confirmation, mariage, pénitence, ordination sacerdotale, extrême-onction. Ils permettent une grande ingérence dans la vie des fidèles. Luther va réduire à deux le baptême et l'Eucharistie, ces actes fondateurs authentiquement divins, ce qui apparaît dans l'Écriture et rien de plus. Désormais, les seules Stiftung, c'est-à-dire les institutions originaires, résultats ou procédants de ces actes fondés dans la parole divine, à partir d'une médiation subjective de chaque individu avec l'Écriture, et rien de plus. Cette discussion a eu des conséquences fondamentales à bien des égards, on le sait. Soulignons pour notre propre seulement que la Stiftung apparaît ici dans une discussion sur la source du droit, de la valeur et de la validité de la loi divine. Il renvoie ainsi à un type d'acte, les actes authentiquement originaires et créateurs, comme instituant de la légalité à l'intérieur d'une tradition, dans la mesure où ils ouvrent, avec la force de la loi, un sens transmis par une objectivité, à travers les Écritures, et réactivé par chaque individu. Le rapport à la tradition devient ainsi une opération de médiation personnelle d'une part, dont le fondement se trouve dans la reconnaissance individuelle des actes de fondation première et de sens désormais transmis, c'est-à-dire les institutions premières. En second lieu, deuxième moment à souligner, le terme Stiftung trouvera, dans le cadre de la réforme générale entreprise par l'école historique du droit allemand au XIXe siècle, un nouveau sens conduisant au sens actuel. La Stiftung, initialement liée à la sphère normative, on pourrait dire dans ce point qu'on a fait avec Luther,
ensuite acquis son sens proprement juridique qu'elle conserve jusqu'aujourd'hui dans l'usage courant du mot lié à la construction de la notion même de personne juridique. C'est Frédéric Carl von Savigny, fondateur de l'école historique allemande du droit, qui a entrepris de donner une substance juridique à un certain nombre de phénomènes pour lesquels aucune catégorie préexistante ne pouvait être trouvée dans les droits romains, y compris ce que nous comprenons aujourd'hui comme la catégorie des personnes morales. Personne morale étant, on le sait, une entité dotée de personnalité juridique, et ce qui permet à une personne collective d'être sujet du droit. C'est alors qui fait recours au terme Stiftung, von Savigny. Là, on pourrait faire une parenthèse tout à fait étonnante, justement, par rapport à la construction du concept même de personne, au-delà de la question juridique, parce que personne, c'est un terme qui, bon, Thomas pourra le dire beaucoup mieux que moi, mais qui rentre dans l'histoire de la pensée occidentale, justement, comme une catégorie juridique. Tout d'abord dans les droits romains, pas liés à la personne individuelle physique, mais rapporté à son statut social. Et c'est après, au long de l'histoire, que c'est ce statut social qui organisait la vie romaine, et qui est retombé sur la notion de personne, vont se séparer petit à petit justement du cadre juridique, va être identifié à l'homme individuel qui est porteur de droit, et comme ça va rester d'une certaine manière jusqu'à presque la fin du 19e, parce que dans les droits théologiques chrétiens, n'a jamais eu la reconnaissance d'une personne collective, sauf l'Église lui-même, mais qu'avec un tournant un peu spécial, pouvait reconnaître l'Église comme personne de droit, mais que c'était toujours propriétaire comme individu. Et c'est qu'avec von Savigny, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que la machine vit sa propre vie. Ah, d'accord. Donc c'est avec von Savigny que cette idée d'une personne morale juridique peut prendre la place au sein du droit, même si encore cela ne signifie pas qu'on ne part pas du principe que seul l'homme est sujet des droits, mais cela n'empêche pas, à partir de von Savigny, que la notion de personne soit acceptée dans les groupes, dans la mesure où il s'agit de protéger des intérêts collectifs. Mais ce sont des êtres artificiels. Oui. Von Savigny. Mais ce sont des êtres artificiels, ne sont qu'une utopie créée par le droit lui-même. Non, c'est ça l'idée de von Savigny. Il propose alors la notion de personne morale juridique au sein de laquelle est subsumé un type tout particulier, les fondations ou Stiftungen, par opposition aux autres types d'associations ou Gesellschaften. La spécificité des fondations par rapport aux autres types de personnes morales est qu'elles n'ont pas une apparence réelle visible, mais une apparence idéale. Elles existent en tant que but ou objectif général de l'Union. Les fondations, Stiftung, ont pour objet principal l'exercice de la religion, je cite là von Savigny. Les Stiftungen ont pour objet principal l'exercice de la religion, qui comprend les fondations pieuses de toutes sortes, la culture, des sciences et des arts, ou la charité. Fin de citation. L'objet de l'union étant un but, une œuvre humanitaire ou une formation spirituelle. Geistesbildung. Le terme Stiftung, tel que redéfini par von Savigny, désigne donc une personne morale artificielle, mais plus spécifiquement une formation spirituelle. C'est une association créée en vue d'une fin, une personne collective, compréhensible seulement par la volonté de chacun de ces individus, fictif dans son unité spatio-temporelle, mais réellement unitaire dans ses devoirs et obligations juridiques. Eh bien, comme nous allons le voir, la Stiftung, entendue comme Geistesbildung, comme formation culturelle, scientifique et en général spirituelle,
et la Stiftung au sein de l'acte instituant originaire d'une tradition et source de la validité et de la légalité de la validité de sa légalité, comme c'est établi par Luther et son esprit protestant, se retrouve dans, il est clair, l'essence que le concept de Stiftung acquiert pour Husserl lorsqu'il s'agit de penser la dimension génétique de la légalité des formations de sens au sein d'une communauté et l'historicité de ce type de formation, du point de vue de sa légalité intrinsèque, de légalité a priori de ces formations. Car il ne s'agit pas à aucun des niveaux de l'analyse génétique d'une histoire empirique des processus historiques et de leur destin, mais de la légalité de l'articulation inhérente à l'expérience en tant que telle, de la structure de rémission qui relie une origine à sa continuité, formant ainsi un processus temporel implicite dans toute expérience. Donc, à la fois une légalité a priori, mais qui a une structure temporelle sur laquelle nous reviendrons. Dans les cas particuliers de formation culturelle, la description de la historicité de l'expérience se révélera comme la description d'un a priori qui est décrit en détail dans la crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale, et plus particulièrement dans cet opuscule publié comme appendice 3, L'origine de la géométrie, qui a donné des bibliothèques sans pied, et on le sait. L'origine de la géométrie illustre comment se produit le processus d'oubli des origines ou des évidences qui fondent l'essence des sciences exactes, mais aussi en général la possibilité d'oublier les caractères fondateurs de l'expérience concrète par rapport à l'idéalité du sens en général. C'est de cette façon que ça montre comment l'origine de toute tradition, même de l'archéométrie en tant que tradition disciplinaire, est soutenue par certains actes fondateurs liés au monde sensible pré-scientifique, tout en montrant les caractères a priori de toute historicité en général qui se transmet à travers des sens incarnés et réactivés par chacun des sujets charnels. Donc, on passe alors au deuxième moment qui c'est l'institution, c'est la traduction qui fait Merleau-Ponty et les rencontres des traditions. Nous l'avons annoncé, Merleau-Ponty traduit Stiftung par institution. On l'a dit, une traduction aujourd'hui complètement naturalisée, mais qui n'est pourtant ni la seule ni la plus exacte. Comme nous l'avons vu, Husserl utilise le terme Stiftung et ses formations, c'est-à-dire Entstiftung, Ausstiftung, Nachstiftung, etc., pour désigner une institution originaire au sens d'un processus dérivant d'un acte qui donne naissance à quelque chose de nouveau, une fondation. On retrouve ce sens précis lié à l'idée d'acte dans les premières traductions françaises de Stiftung, comme par exemple la première traduction des méditations cartésiennes par Emmanuel Levinas et Gaston Pfeiffer, où le terme Stiftung apparaît traduit par formation première ou création première ou même fondation. Le même dans les premières traductions de Paul Ricoeur, des idées par exemple. Pourquoi Merleau-Ponty utilise donc le terme latin institution? Qu'est-ce que cela introduit de nouveau dans cette histoire? Voyons donc quel est l'essence de ce terme, et que ce terme porte dans l'usage latin, qui permet aux yeux de Merleau-Ponty de traduire l'essence générale des processus génétiques. Comment est-il possible? Le terme latin institutio et son utilisation dans les sciences humaines comme dans la vie quotidienne est hautement polysémique. Si l'on considère la définition du dictionnaire, le verbe institutio présente au moins 3 lignes sémantiques principales. L'action d'établir ou de fonder quelque chose, l'action de désigner, décréter ou arranger quelque chose, l'action d'organiser, former, éduquer. En même temps, il rappelle la double dimension du substantif institutio, institutionis, à la fois objet d'un acte, status, loi, règle, et mouvement identifié à l'acte lui-même, dans son caractère réel et symbolique, même performatif. La fondation d'un processus, la désignation ou l'établissement d'un héritier, la décision, le décret ou la disposition pour que loi ait lieu, c'est-à-dire sa dimension instituante et instituée, qui chute toujours dans la appropriation du concept d'institution, et qui normalement tombe soit dans son côté, soit dans son autre.
Ces significations découlent, dans une large mesure, de son utilisation au sein des sciences socio-juridiques latines qui remontent au moins à l'utilisation technique donnée par Justinien à l'une de ses compilations monumentales du droit romain d'Orient au VIe siècle, les instituts. Les instituts sont, au sein de la compilation de Justinien, qui comprend également les codes, les digestes et les romans, celles destinées aux débutantes dans l'étude de la jurisprudence et ont donc un sens pédagogique spécifique que le terme, comme on le voit, conserve. Mais ce terme a pris un sens nouveau lorsqu'il est apparu dans le champ disciplinaire des sciences humaines et surtout sociales de la fin du XIXe siècle. D'une part, comme objet de la sociologie des traditions françaises, d'autre part, comme foyer d'une des plus intéressantes théories du droit, comme nous verrons très rapidement, celle de Maurice Horiot. Donc, c'est à Spencer qu'on doit l'utilisation du terme institution pour décrire les sociétés et leur mode d'organisation. Mais c'est Émile Durkheim qui a été le premier à définir une nouvelle façon de comprendre l'objet et la méthode d'étude de la discipline sociologique qui gravite autour de ces concepts. Vous voyez, c'est le 19e siècle qui fait tout ça, c'est le moment où il rompt l'idée même du collectif, du social comme une entité en soi-même qu'il faut penser, qu'il rentre dans les droits, qui se constitue en pensée du social inexistante auparavant. Durkheim inaugure la sociologie française en proposant comme objet d'étude ce qu'il appelle un fait social. Cette notion qui, dans la première édition des règles de la méthode sociologique, définit les manières d'agir et de penser qui, à force de répétition et d'extériorité par rapport aux volontés individuelles, acquiert la consistance d'un phénomène extérieur. Cet fait social est appelé dans la deuxième édition institution. Comme il l'a fait remarquer le neveu de Durkheim, Marcel Mauss, et Foucault dans l'entrée sociologie de la grande encyclopédie, il existe un mot qui, utilisé dans un sens un peu étendu, exprime assez bien cette manière très particulière d'être. C'est le mot institution, je suis en train de citer là. En effet, sans dénaturer le sens de ce terme, on peut appeler institution l'ensemble des croyances et des modes de comportement institués par la collectivité. On peut donc définir la sociologie comme la science des institutions, de leur jeunesse et de leur fonctionnement. Et c'est cette idée qui rentre dans la deuxième édition des règles de la méthode sociologique. Fin de citation. C'est l'ethnologue Marcel Mauss, neveu et disciple de Durkheim, qui a redéfini la notion d'institution en la comprenant comme habitus, d'une certaine manière. L'objet de la sociologie sera l'ensemble des phénomènes qui relèvent des habitudes d'une société, sa deuxième nature. Car la société est en seconde nature pour l'homme, une nature qui va se manifester sous la forme d'usages, de coutumes, de normes, de modes, de techniques qui conduisent les hommes à disposer de leurs besoins biologiques de manière à la fois commune et habituelle. Je cite, l'institution est en somme, dans l'ordre social, ce que la fonction est dans l'ordre biologique. Et de même que la science de la vie est la science des fonctions vitales, de même la science de la société est la science des institutions ainsi définies. Fin de citation de l'entrée sociologie de Mauss et Foucault. Donc, on pourrait dire face au dualisme de l'institution comme quelque chose d'extérieur et contre la volonté intérieure, il y a une médiation de l'institution comme seconde nature. Il y a une réappropriation individuelle, que c'est ce qui signale Mauss d'une façon tout à fait éclairante. De son côté, le théoricien du droit Maurice Horiot reprend l'impulsion ouverte par la sociologie de Durkheim et surtout la notion d'institution introduite par Mauss. Il cherche pendant plusieurs décennies à élaborer une théorie de l'institution qui lui permet de dépasser les différentes ouvertes par les perspectives subjectivistes et objectivistes du droit. Bon, très rapidement dit, jusque-là, les primats du droit étaient centrés sur
c'est un droit subjectiviste parce qu'il est centré sur la notion des sujets et propriété du sujet. Donc, il arrive dans ce 19e siècle une conception qui s'oppose, qui serait la théorie objectiviste du droit, qui essaye de penser les rapports sociaux comme les centres du droit et pas les sujets et l'individu, et représenté notamment pour Léon Duguy. Et la figure d'Urieux apparaît aussi comme un essai de médiation entre n'est pas retomber dans un droit subjectiviste, mais n'est pas tomber non plus dans l'idée d'une autorégulation du droit pour lui-même, ayant limite des fonctions statiques par les lois elles-mêmes, etc. Donc il essaye cette théorie de l'institution et de la fondation, dont le sous-titre suggestif est Essai sur le vitalisme social, donc il reprend un peu cette idée de Mauss. Et il commence cette théorie ce texte de 1925, je cite, « Une institution est une idée d'œuvre ou d'entreprise qui se réalise et perdure juridiquement dans un environnement social. Les institutions naissent, vivent et meurent juridiquement. Elles naissent par leur opération de fondation qui leur donne leur fondement juridique en se poursuivant. Elles vivent une vie à la fois objective et subjective grâce aux opérations juridiques de gouvernement et d'administration qui se répètent et, de plus, sont liées par des procédures. Elles meurent enfin par des opérations juridiques de dissolution ou d'abrogation. » Fin de citation. Ainsi, ils s'occupent juridiquement la durée et leur ingénieusement solide se croise avec la trame plus légère des relations juridiques passagères. Donc, face au droit objectif, mais aussi au droit subjectif, l'institution est comme un organisme vivant qui permet de comprendre aussi un rapport médié à cette idée d'œuvre qui est l'institution. Elle doit être incarnée, dit Orieux, elle doit être personnifiée pour chacun des membres de l'institution. Donc il y a aussi dans cette perspective l'appropriation, la médiation subjectivo-individuelle d'une idée qui est elle-même subjective dans ce sens-là. C'est donc ici que la tradition phénoménologique de la Stiftung rencontre la pensée sociale française. D'une part, toutes les deux cherchent à élaborer un processus temporel et historique qui permet de penser la médiation entre la dimension subjective et objective du sens communautaire. D'autre part, la pensée sociale rencontre le besoin de Merleau-Ponty d'abandonner le vocabulaire de la conscience par les phénomènes génétiques sans tomber dans une perspective objectiviste. D'une part, la pensée sociale française ajoute la dimension praxique du social à la sphère proprement juridique et légale de la Stiftung. Le terme latin institution rend possible donc, sans contradiction, la conversion d'une phénoménologie des processus génétiques fondée sur la figure de la conscience et de ses actes, dans une phénoménologie de l'institution du sens fondée sur l'expérience subjective, beaucoup plus large que la conscience et l'individu. Car c'est bien de cela qu'il s'agit dans la proposition merleau-pontienne de l'institution, de penser la manière dont s'organise, se régule et se produit la dynamique des processus génétiques à partir d'un événement qui ouvre un nouveau champ de sens pour moi et pour les autres, qui me relie aux autres moments de ma vie, aux autres temps et autres êtres vivants, dans un processus lui-même vivant et temporel. Mais, quelle est alors la différence qui naît au sein de cette rencontre, au-delà de l'élargissement de la vie subjective et des points qu'on vient de marquer? Quelle est la spécificité de cette nouvelle phénoménologie de l'institution par rapport à la tradition sociale française et par rapport à la Stiftung allemande? Et surtout, dans quel sens on peut vraiment dire qu'avec cette perspective, cette manière de comprendre les processus d'institution de sens, on s'en sort finalement de la téléologie du sens de l'histoire? Car s'il y a un préjugé auquel la phénoménologie husserlienne n'a jamais renoncé, c'est bien celui du télos de la raison. Or, il est question ici de notre deuxième hypothèse, à savoir
que la grande nouveauté de la perspective phénoménologique de l'institution des matrices merleau-pontiennes se trouve dans la manière dont il conçoit la trame même du temps, dans la manière de comprendre la temporalité, qui sous-tend la légalité de cette historicité du sens. Donc, on passe à ce troisième point. Pardon, je vais prendre un peu de l'eau. Le thème de la temporalité apparaît dès le début des notes des séminaires sur l'institution, notes dans lesquelles Merleau-Ponty propose une nouvelle manière de concevoir le temps. Nouvelle par rapport à la manière husserlienne de le penser, mais surtout par rapport à sa propre manière de comprendre le temps dans ce qu'il y a encore de husserlien. Donc ce qu'il y a encore de husserlien, par exemple, dans la phénoménologie de la perception. Plus précisément, en opposition à l'idée d'une temporalité originaire identifiée à la conscience, chose qui survole toutes les troisièmes parties de la phénoménologie de la perception. La temporalité, comme on le sait, constitue dans ces premiers livres, pas les premiers, mais dans les livres phénoménologiques les plus importants, qui est la phénoménologie de la perception, il constitue la temporalité les fondements ultimes de la subjectivité perceptive sous la forme d'une conscience absolue constitutive du temps. C'est contre cette idée, d'une certaine manière, et ses résidus dans les notions de perception et de conscience perceptive que s'organise la recherche au début des années 50, comme l'expriment clairement les cours des 5 premières années au Collège de France. Or, sans nous y attarder ici, ce n'est pas l'espace, signalons simplement que les liens conceptuels que Merleau-Ponty construit dans la phénoménologie de la perception ne se réduit pas à cette troisième partie du livre, qu'il y a au long des descriptions des deux premières parties un lien conceptuel très fort entre vie personnelle, vie subjective et temporalité qui nous permet de poursuivre ces analyses déjà menées par les philosophes dans la phénoménologie de la perception et distinguer à propos de la temporalité différents niveaux d'analyse, aussi bien dans la phénoménologie de la perception que dans les cours sur l'institution. Encore dans la phénoménologie de la perception, on voit un premier niveau qui correspond à ce qu'on pourrait appeler un temps impersonnel, de la conscience absolue constitutive du temps. Ça disparaît d'une certaine manière dans les cours, mais on trouve aussi un deuxième niveau relatif à un temps personnel, au sein duquel on peut distinguer un temps personnel général, chez Merleau-Ponty, celui des habitudes, des configurations d'un style, celui qui relève du corps habituel, et un temps personnel singulier, celui de la conscience attentive, du souvenir conscient, etc. Et un troisième niveau, obscurement qualifié tout au long de l'ouvrage de phénoménologie de perception, de quasi-personnel, de pré-personnel, que nous avons appelé, pour souci de clarté, un temps panonyme, propre à une histoire qui nous constitue mais nous dépasse, qui nous précède et nous arrive, une temporalité qui correspond à ce que certains appellent culture et d'autres nature. Ce n'est pas tout à fait défini dans le texte, mais qui nous permet, en tout cas, et c'est ça qui m'intéresse, de suivre ces traces et de dire que déjà dans la phénoménologie de la perception, l'analyse de la vie subjective personnelle, pré-personnelle et même impersonnelle oblige à reconnaître dans les sujets corporels une vie traversée par de diverses strates temporelles, corrélatives à divers niveaux de la vie personnelle, subvertissant ainsi l'idée même d'un corps personnel par celle d'un corps transpersonnel. Idée corrélative à son tour d'une transtemporalité constitutive. Or, ces analyses qui résultent d'une lecture attentive de la phénoménologie de la perception ne semblent que se confirmer à partir des cours sur l'institution. En effet, c'est alors que cette tentative de repenser les problèmes de la temporalité originaire se situe dans un mouvement qui distingue, d'une part, la vie personnelle de la vie de conscience,
il laisse de côté cette réduction à la vie de conscience de la vie personnelle et qui, d'autre part, brouille la distinction au sein de la vie personnelle entre vie biologique et vie culturelle, ainsi qu'entre vie privée et vie publique. Et c'est alors aussi qu'il réfléchit avec une radicalité nouvelle à la notion même de temporalité. Comment cela se fait? Merleau-Ponty décrit le phénomène d'institution à partir de la figure de la naissance d'une expérience qui n'existe que dans son devenir continu. Une durée, si l'on veut, qui se rapporte à l'avenir comme l'agir se rapporte à un projet, de manière à la fois ouverte et orientée, mais pas complètement déterminée. Un processus ouvert au temps parce qu'il a son avenir devant lui, mais sur les modes de la ouverture. De même, un processus qui a son passé sur la forme d'une relation de sens ou d'orientation avec les moments de son ouverture. Une ouverture qui constitue son devenir. Je cite. Faut-il dire qu'il coule du passé ou qu'il coule de l'avenir? Et ça réfère au temps, non? Est-ce un objectif enveloppant ou renversement idéaliste conscience du temps, c'est-à-dire moment de négation du passé, pur en soi, au nom d'un avenir qui lui-même n'est pas, c'est-à-dire temps enveloppé par mon non-être. Le temps n'est pas enveloppant et pas enveloppé. Il y a 2 mois au passé une épaisseur qui n'est pas faite d'une série de perspectives, ni de la conscience de leur rapport, qui est obstacle et liaison. Proust. Le temps est le modèle même de l'institution. Passivité-activité. Il continue parce qu'il a été institué. Il fuse. Il ne peut pas cesser d'être. Il est total parce qu'il est partiel. Il est en champ. On peut parler d'une quasi-éternité, non pas par échappement des instants vers le non-être de l'avenir, mais par échange des temps vécus entre eux, identification entre eux, interface et brouillage des rapports de filiation. Ni filiation objective, ni choix des ancêtres. Parenté latérale de tous les maintenant, qui fait leur confusion, leur généralité, une transtemporalité de déchéance et de décadence. Mais la temporalité originaire n'est ni cela ni non plus présence de l'avenir dans le présent, révolution permanente, mais institution et l'état naissante, ni mimique du passé, ni fulguration de l'avenir. Ces 2 notions d'ailleurs sont corrélatives. Le temps originaire n'est ni décadence, retard sur soi-même, ni anticipation, avance sur soi-même, mais il est à l'heure. Il est l'heure qu'il est. Fin de citation. Cette simultanéité du temps, qui ne l'annule pas pour autant, prend sens dans la description concrète des phénomènes d'institution, dans le deuxième moment du séminaire. Car c'est seulement en eux, dans les phénomènes concrets d'institution, que l'on trouve à l'œuvre la dialectique particulière du temps que Merleau-Ponty avance dans son introduction et qui constitue le noyau essentiel du phénomène d'institution. C'est pour ça que ça reste phénoménologique, parce qu'il y a vraiment une description des phénomènes en faisant époquer des préjugés théoriques par rapport, par exemple, à la temporalité. Dans tous ces cas, cette dialectique décrit d'une part, l'institution comme la naissance d'une expérience sensible, un organisme, une personne, une œuvre, a un champ de présence, l'espèce animale et son environnement, le monde humain avec ses territoires, l'histoire de la peinture à travers ses œuvres, et nous indique la inhérence temporelle en sensible et en sol. D'autre part, cette inhérence en sol et en mobile sensible n'est possible que grâce à une temporalisation du sens que l'on peut appeler avec Merleau-Ponty transtemporelle. C'est alors donc que la téléologie de l'historicité qui gouverne les analyses génétiques de Husserl se transforme avec l'institution merleau-pontienne en un processus non téléologique, dont le sens n'est pas donné mais présumé et en constante possibilité de transformation. Avec la transtemporalité, il s'agit d'une transformation qui est une resignification de l'origine à partir de l'ouverture de ses propres horizons, de ses propres possibilités passées, mais inexplorées, et qui n'est pas en ce sens une nouveauté absolue.
C'est pourquoi toute réinstitution est à la fois continuité et rupture d'une origine qui peut devenir en même temps un futur. Le futur, dans ce sens-là, est dans le passé. Le cas paradigmatique de cette opération d'institution est peut-être le de même de révolution comme réinstitution. Et c'est précisément dans ce contexte-là que Merleau-Ponty élabore la notion de transtemporalité. Je cite les aventures de la dialectique qui mènent au centre les problèmes de la révolution. Je cite cette idée d'une révolution transtemporelle, anticipée avant que ces conditions objectives ne soient réunies, toujours affinées là où elles sont, présentes partout sous forme embryonnaire, et ces mots-là, il faut les retenir, parce que la première figure de l'institution est le développement de l'organisme à l'état embryonnaire, et la discussion par rapport à la préfiguration et épigénèse des organismes à partir de la figure de l'embryon chez Rouillère, etc. Donc, présente partout sous forme embryonnaire et jamais considérée comme allant de soi, indice continuel de l'histoire et justification permanente de la volonté qui fonde les épurations renouvelées en leur donnant le cachet de la vérité. Ce n'est pas autre chose que l'idée marxiste du monde inachevé sans la praxis. Cette révolution transtemporelle, ce n'est pas autre chose que l'idée marxiste d'un monde inachevé sans la praxis, d'une praxis qui fait partie de la définition du monde. Fin de citation. Bon, j'arrive avec ça aux conclusions, je vous rassure, j'ai fini tout de suite. Eh bien, c'est ce que Merleau-Ponty a cherché à faire avec ses études sur l'institution, était de préparer les terrains pour une métaphysique de l'histoire. Le moins que l'on puisse dire est que les conséquences métaphysiques de cette phénoménologie de l'institution sont énormes, sans pour autant engager l'analyse elle-même dans une position métaphysique préétablie. D'une part, l'analyse des phénomènes d'institution montre qu'une fois levés nos préjugés philosophiques sur le temps, la temporalité se révèle dans un sens strictement descriptif, non seulement successif, mais aussi latéral, simultané, confusément superposé. Toute une série de catégories métaphysiques centrales sont ici remises en cause. À partir de ça, le temps comme succession, l'espace comme simultanéité, la séparation même entre ces deux ordres, ainsi que celle de la nature et la culture finalement. Plus encore, comme la philosophe brésilienne Marilena Chaui l'a montré, c'est l'idée même du nécessaire et du contingent qui est ici remise en cause. La praxis humaine est précisément ce qui transforme en nécessaire ce qui n'est encore que contingent. Le nécessaire, c'est une torsion du sens présente vers le futur, à travers d'un passé qui devient aussi ouverte et contingente. C'est la conception aristotélicienne qui relie le passé avec la nécessité et la théorie, d'une part, et la praxis avec la contingence et le futur, d'une autre, ce qui est rien de moins. Mais si je n'arrive plus à parler, ce qui est mis en cause ici. Ce qui est mis en cause ici. Une phénoménologie de l'institution aurait pour tâche, en ce sens, de poursuivre le travail ouvert par Merleau-Ponty et de penser radicalement les conséquences de cette proposition. Comment penser en effet cette notion d'expérience sensible qui semble guider les phénomènes d'institution, non seulement dans les vivants humains, dans leur dimension égologique, mais aussi pré-égologique ou non égologique. Quel rapport cette notion d'expérience entretient-elle encore avec celle du corps vivant, voire avec celle du vivant en général? La notion de vie proposée dans ces programmes, qui n'est pas réduite à la vie organique, est inversement la notion d'institution. La notion de vie proposée dans ces programmes qui ne se réduit pas à la vie organique, parce qu'il relève aussi de la vie de l'esprit, et cette conception traditionnelle de l'institution, comme la vie de l'esprit dans les œuvres. Et inversement, la notion d'institution qui en découle, qui ne se réduit pas à la seule vie de l'esprit, esprit objectivé dans des œuvres. Quelle place laisse-t-elle à la distinction traditionnelle entre nature et culture? Cette idée d'institution qui permet de penser les vivants et qui permet de penser les œuvres de culture. Alors, qui fait du partage lui-même?
La notion de personne, qui permet aussi dans ce cadre d'abandonner l'identification entre subjectivité et ego, entre subjectivité et conscience constitutive, se réduit-elle en vie personnelle exclusivement humaine? Ces problèmes, parmi d'autres, semblent s'ouvrir à partir d'une phénoménologie de l'institution qui suspend dans ces descriptions notre façon habituelle de comprendre l'institution. Merci.